Je te le dis en off. Et je rentre à la rédaction, je montre les images au rédacteur en chef que j'avais et qui me regarde droit dans les yeux. Quand j'y repense, je me dis c'est fou de dire ça. Qui me dit t'as obtenu ça parce que t'es blonde et t'as des gros seins. Waouh, et sur le coup, j'ai rien dit. C'était il y a longtemps ça. La rédactrice en chef, elle est pas sûre que tu puisses devenir journaliste parce qu'en fait, t'es trop douce et t'as une trop petite voix. Et en fait, c'est pas à l'image d'un journaliste, tu vois. Tu dois être sûre de toi, tu dois avoir une grosse voix. Un patron qui te dit tu peux pas être journaliste, mais qu'est-ce qu'il en sait? Moi, Cannes, ça va être mon 19e Cannes cette année. Oh. Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir d'interview? C'est impossible comme question, ça. Avec Jodie Foster. Ok. Cette femme est incroyable. Et Timothée Chalamet, ma petite phrase, ça a été repris même dans des émissions américaines. Je vais être 100% honnête avec toi. Il y a plein de rédactions qui m'ont contactée ou qui m'ont approchée parce que j'avais 15K. Je vais me mettre à dos plein de journalistes. Je pense que rejeter les réseaux sociaux quand t'es journaliste, c'est une erreur. Parce que c'est pas ça la conclusion, c'est être journaliste, c'est bouillonner en fait. Mesdames et messieurs, Nous bonjour. sommes en guerre. CNN is fake news. Don't talk to me. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Moi, c'est Mélanie, alias Mélanie Nouveau Média sur Instagram. Réalisatrice de reportages pendant 7 ans pour la télé, aujourd'hui je suis experte en nouveaux médias et je t'emmène dans les coulisses de l'audiovisuel, qu'il soit tradi ou digital. Fake news, mensonges, jeux d'influence et de pouvoir. Mon objectif, c'est de t'aider à mieux t'informer en levant le silence sur ce qui se passe derrière la caméra, les micros, dans les rédacs, dans les bureaux des prods. Et surtout, on décrypte tout ça avec les insiders, ceux qui font les médias. Bienvenue dans ce 8e épisode de Je te le dis en off. Déjà 8 épisodes. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Chermont, journaliste culture et créatrice de contenu. J'avais très envie de la rencontrer parce qu'on a des parcours qui se croisent un peu. Ensemble, on a parlé d'être une femme dans le journalisme, de son parcours, de sa vision des médias, mais aussi de cette question que je me pose. Comment on fait pour être à la fois journaliste, créatrice de contenu et garder son indépendance éditoriale? Stéphanie, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast. Et ben moi aussi, Mélanie, merci de me recevoir. J'ai pas fait encore sur le podcast, mais en général, quand je reçois un invité, il y a toujours quelque chose d'un peu spécial qui est toujours lié à mon histoire. Donc, je t'ai pas raconté pourquoi je t'avais invité. J'ai hâte de savoir. En fait, quand j'étais journaliste pour la télé, j'ai arrêté après mon burn-out. Je t'ai un peu raconté ça en off dans les coulisses. Exactement, on a eu un pré-off de en off. Et en fait, un jour, j'ai une amie qui m'écrit et qui me dit attends, mais il y a une journaliste comme toi, elle te ressemble. Elle aussi, je crois qu'elle vient de la télé. Et justement, elle fait de la création de contenu. Tu devrais absolument la suivre. Et du coup, c'est comme ça que je t'ai découvert. Incroyable. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas la recevoir On a le droit de savoir le nom de cette amie ou pas? Je pense pas que tu la connaisses. Ah, je la connais pas? Non, je pense pas que tu la connaisses. C'est hyper gentil. C'est de tes followers. Oh là là. Mais voilà, c'était la petite anecdote, parce que trop sympa. Le truc cool de lancer son podcast et son média, c'est aussi de pouvoir recevoir des gens qu'on apprécie. Donc, c'est l'occasion de se rencontrer. Et moi, j'étais hyper flattée que tu penses à moi. Effectivement, on est toutes les deux blondes, habillées en noir aujourd'hui. Pour ceux qui font que écouter, on a le smile, on a le sourire. On a le soleil, malgré un métier qui est difficile. Mais on a la passion aussi. Donc, effectivement, on se ressemble. Mais je crois que t'es pas bélier comme signe astro. Je suis taureau. Ah, tu vois, on n'est pas loin. Bête à cornes. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu? Alors, je sais que tu fais plein de choses, nous expliquer ce que tu fais. Alors, donc je m'appelle Stéphanie, je suis journaliste. Je le dis aujourd'hui parce que je fais aussi de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Pourquoi je l'assume? C'est parce que j'ai fait des contrats rémunérés. Et je pars du principe qu'on est tous un peu créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, même en étant journaliste. Mais à partir du moment où on est payé pour le faire, il y a vraiment un métier qui se développe. À côté de ça, je suis voix off. Ça s'entend avec la voix assez cassée, assez identifiée. Donc ça a été voix off pour d'abord des sujets cinéma et ensuite, un petit peu plus récemment, pour de la publicité. Donc par exemple, le lancement d'un parfum, je vais vraiment avoir ce côté introduction voix off, un peu comme une journaliste pourrait le faire, moi comme une comédienne. Mais ça m'est arrivé aussi de le faire en mission un peu plus comédienne. Okay. Et ma dominante, c'est le cinéma. Donc, j'ai commencé, on va en parler ensemble, mais plutôt en tant que reporter. Donc, j'étais vraiment journaliste, reporter d'image. Pour ceux qui connaissent pas du tout ce milieu-là, c'est
À l'époque, je dis à l'époque parce que je suis plus toute jeune. Enfin, je suis pas Non, vieille t'es non pas plus, vieille. mais j'ai commencé à 17 ans. Ok. Et en fait, c'était partir en reportage avec une caméra, aimer ce métier de terrain, de rencontre, aimer les gens comme toi. Et c'est pour ça que la télé, à l'époque, c'était mieux pour moi parce que ça mêlait l'image, l'interview, voilà. Et puis j'ai démarré vraiment en culture dès ma 2e expérience Ok. en télé. Donc on verra ensemble, mais ça a été ma dominante. Du coup, tu as commencé à 17 ans. Je suppose que c'est un métier passion. Tu as toujours rêvé de faire ça? J'ai toujours rêvé de faire ça, mais ça m'est un peu tombé dessus. Ok. Je suis d'une nature hyper sociable, hyper douce, mais aussi très énergique. Et en fait, il y a plein de métiers qui m'intéressaient, mais celui-là, il réunissait un peu mes facilités. Donc, je suis allée vers là. Ça a été... j'ai une famille qui est pas du tout dans les médias, qui a pas non plus, à la base, une culture de dingue, mais toujours très curieux. Et mes parents m'ont toujours dit, intéresse-toi à tout. Donc, j'ai été, en parallèle de mes études, à faire des stages et y aller un peu au culot, en contactant des journalistes, des écrivains, etc. Et en fait, ça m'est tombé dessus. C'est vraiment ce qui me correspondait le mieux. Après, le côté technique, j'aime bien. Tu vois, la vidéo, la photo, j'aime bien. Parce que oui, c'est ça, c'est ce que t'expliquais, t'étais JRI. Ouais. Donc en fait, t'as commencé en filmant tes propres reportages, c'est ça? Oui, en fait, en rédaction, en télé, j'ai commencé en chaîne d'info chez LCI. Et on m'a mis tout de suite en stage avec 2 présentateurs télé. À la pression. La pression, surtout que c'était des émissions sur l'écologie. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais quand j'avais 17 ans, c'était il y a 20 ans. On en parlait un peu moins, et sur la santé. Et les présentateurs avec qui j'étais étaient vraiment la caricature du présentateur télé. Pardon, des La bonne hommes caricature, blancs ouais. qui sont pas très ouverts d'esprit surtout, qui te font beaucoup faire de choses. Et toi, t'es stagiaire, t'arrives 17, 18 ans, 19 ans, t'es un peu dans ce milieu des médias, tu sais pas trop, tu dis oui à tout, quoi. Et donc, j'ai fait des reportages, ils m'ont donné une caméra. Donc, LCI s'est rattaché à TF1. On m'a mis la cellule vidéo, on m'a dit, tiens, prends la caméra, on m'a montré 3 trucs. Je suis partie direct en reportage, je connaissais rien. Trop cool. C'était trop cool, mais en même temps hyper Pression, stressant, quoi. Et je venais de rentrer en prépa hypocagne, donc j'avais des horaires de malade. Et j'étais hyper stressée, j'avais tendance à rougir, à dégouliner. Puis moi, j'arrive avec ma petite robe, mon petit truc. Toi, tu vas m'en parler aussi, parce que le physique en télé, c'est quelque chose. Et première interview qui devait être diffusée à l'antenne dans la foulée, quoi. J'ai pas mis le son. J'ai oublié d'allumer le boîtier. Ça arrive à tout le monde, je crois. Même pour les podcasts, ça arrive à tout le monde. Ah, je me suis fait engueuler. Directeur de la rédaction qui m'appelle. Et puis après, la deuxième, ça allait. Après, tu t'en souviens, tu refais plus la même Non, erreur. tu refais plus la même erreur. Et comme cette émission sur l'écologie, on a été amenés paradoxalement à voyager. Et premier reportage au Brésil, il m'a emmenée au Brésil tout seul. J'étais toute seule, avec lui, ce présentateur, et il me faisait tout faire. Donc le filmer pour les plateaux, sauf qu'il était pas bien le premier soir, il avait un peu trop mangé, bu. Il a une espèce de tourista, donc je me suis retrouvée toute seule à tout faire. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à faire des interviews toute seule d'actrices pour un festival lié à l'écologie. Et là, je me suis dit, waouh. Une de mes premières interviews, c'est Parker Posey, qui est dans The White Lotus. Ok. Je sais pas la dernière saison si tu l'as regardée. Non, j'ai pas regardé encore trop. J'ai un souvenir mémorable. Et Claude Lelouch, Ah. où je l'ai filmé en train de tenir un aigle dans une cage au Brésil. Incroyable. Voilà, que j'ai revu quelques années plus tard, et il se souvenait de ce moment, donc j'étais là, voilà. Mes premières années, c'était pas du grand journalisme. Je veux pas cacher, tenir une grosse caméra et poser les questions avec des stars. J'étais pas très à l'aise, mais ça a vite créé une passion, comme tu disais. Il y a 2 choses dont j'ai envie de te parler pour rebondir. La première, c'est justement, tu parlais d'être une femme dans un milieu masculin, en tout cas à l'époque. À l'époque, ouais. Surtout quand on fait de la technique. Moi aussi, quand j'ai commencé, c'était vraiment les femmes, elles étaient plus à l'édito et même sur les sujets féminins. Et les hommes, ils étaient sur les caméras ou sur les sujets police, pompiers, des choses comme ça. C'était très genré, en fait. Ouais. Et toi, t'es arrivée en train de filmer toute seule avec des hommes. C'était passé comment ? Je suis une femme et j'étais très jeune. Et en fait, j'étais très timide. Et donc, du coup, avec le temps, ça s'est vraiment féminisé, ce métier de journaliste-reporter.
Pourquoi ? Parce que le matériel s'est allégé, faut le dire. Moi, je partais avec 2 énormes valises, 2 énormes sacs. C'était des grosses caméras avec les pieds, la lumière, etc. C'était pas du tout mobile. Alors, je suis d'une nature assez têtue à vouloir tout faire, mais c'était pas pratique. Avec l'arrivée de l'iPhone, la simplification de la technique, on s'est rendu compte qu'on pouvait filmer en 4K, que le son pouvait être très bon avec un zoom ou avec des HF plus légers. Donc ça s'est féminisé, mais au début, c'était vraiment dur. Et tu sais, il y a le cliché d'arriver dans une rédac où t'es d'une nature timide, même si t'es joyeuse et volontaire, tu peux vite te faire casser. Ouais, mais moi aussi j'étais de nature timide quand j'ai commencé, très blonde et en plus. Tu l'es toujours oui, très blonde, heureusement. Mais Pierre blonde, Delette. jeune, tu vois le cliché. Et puis moi je viens de l'Ouest parisien, donc je réponds un peu au cliché. Je venais du 92, j'arrive avec mon sac rose dans la rédac. Et c'est vrai que quand t'es très féminine dans le milieu du journaliste, tout de suite il y a un cliché de la blonde un peu débile, un peu bébête. Tu vois, tu peux pas être et intelligente et en même temps être très féminine. Et moi, j'ai vécu ça aussi à mes débuts, où en fait, mes collègues qui étaient des femmes, elles s'uniformisaient en fait leur style un peu mode, tu vois, à la garçonne pour dire, OK, moi, je peux aller sur le terrain. Comme si, en fait, si t'étais féminine, t'étais pas capable, tu vois, de... C'est nul. En fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand j'étais en stage chez LCI, on m'a fait passer des tests pour être présentatrice. Et c'est rigolo parce que dans les présentatrices que j'ai gardées en copine, elles sont beaucoup blondes. Tu sais, il y a un peu ce truc d'apparence, de physique. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus cassé avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est génial, ça. Et c'est pour ça que j'aime autant les réseaux sociaux. C'est qu'il y a un côté, on s'en moque que tu sois une femme, on s'en moque que tu sois blonde, on s'en moque que tu viennes avec ton sac rose. C'est ce que t'es, ce que tu dégages, ce que tu vas exprimer qui est important. Et je pense que tu en as souffert, mais ça en a été aussi ça a peut-être fait ta force. Ouais, mais tu sais, pour t'affirmer. Je suis une influenceuse, une créatrice de contenu que tu dois connaître, qui s'appelle Amal Tahir. Non, je connais pas. Elle est spécialiste des couples, sexologue, et en fait, elle a cette spécialité-là. Mais en fait, dans ses podcasts, elle explique qu'elle a décidé aussi, et en plus, elle fait pas du 36, tu vois, elle est pas dans les clichés de la nana qui pourrait être influenceuse ou créatrice de contenu. Et en fait, elle a dit, mais moi, je peux être sexologue, coach, tu vois, de vie et des relations. Mais moi, j'ai aussi envie de bosser dans la mode. Et je rentre pas dans les clichés du 34. Tu peux créer le métier de tes rêves aujourd'hui en étant journaliste, créatrice de contenu. Et ça m'a un peu ouvert l'esprit en me disant, OK, c'est pas parce que je parle de sujets sérieux comme, tu vois, la désinformation, la fake news, que je peux pas aussi, tu vois, avoir un côté très féminin ou avoir envie de montrer mon look du jour. Ouais. Et quand j'ai commencé en tant que, tu vois, journaliste, je cachais ce côté-là de moi parce que je me disais, sinon, on va penser que je suis un peu débile. Et c'est ce qu'on me faisait ressentir aussi. Avec les réseaux sociaux, ça s'est beaucoup plus ouvert et maintenant, on arrive à être plus qui on est. Complètement. Mais quand même, c'est quelque chose qui est resté, tu vois. Et même quand je vais faire des interviews, j'ai du mal à m'habiller de la façon où je m'habille tous les jours. En étant féminine, j'ai toujours tendance à me refermer, à vouloir paraître sérieuse. Parce que ce sont tes peurs qui s'expriment et pas ce que tu vaux réellement. Moi, je dirais qu'il y a vraiment eu un move. Tu vois, en 20 ans, je le sens. Ce qui est important, avant, quand j'ai commencé, c'était d'être spécialisée. On disait toujours, il faut que tu sois spécialisée, il faut que tu sois spécialisée. Alors qu'en fait, en vrai, tu peux aimer plusieurs domaines et être forte dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, je dirais que c'est l'identité, savoir qui tu es. Peu importe que ce soit pas totalement défini, même si tu n'es pas vraiment une femme, pas vraiment un homme, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ton identité, ce que t'es vraiment au fond de toi. Et ça, l'exprimer, ça met du temps. Ouais, c'est vrai. C'est ce truc positif quand tu vieillis. Tu vois, quand tu prends un peu confiance en toi, quand tu es fier de ton travail, que tu as une certaine liberté dans tes choix éditoriaux et avec qui tu collabores, bah, tu t'en moques. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment très peu de critiques par rapport à mon travail. Alors qu'il y a quelques années, vraiment, je me suis pris des tornades, des engueulades, des réflexions. On m'a déjà dit, je dirais pas quelle rédaction et quel comédien, où je suis allée faire un reportage sur un comédien assez âgé, qui aujourd'hui est décédé, et je suis allée chez lui. Et c'est quelqu'un qui avait une image très drôle. Et moi, je suis arrivée, c'était pour un reportage télé, donc souvent j'arrivais toute seule avec ma caméra chez le comédien. Il a une carrière gigantesque, une filmographie incroyable. Effectivement, il fait tout le temps rire. Et quand j'étais chez lui, on a eu une espèce de connexion. On a eu une intimité.
Je dis pas presque psychologique, mais il est ressorti de ce reportage quelque chose de très dark. Et il m'a dit, c'est mon dernier film. Et il a pleuré. Et il y a une émotion très forte, ce qui est très dur à encaisser. Et je rentre à la rédaction, je montre les images au rédacteur en chef que j'avais, et qui me regarde droit dans les yeux. Quand j'y repense, je me dis, c'est fou de dire ça. Qui me dit, bah t'as obtenu ça parce que t'es blonde et t'as des gros seins. Waouh. Et sur le coup, j'ai rien dit. C'était il y a longtemps, ça. Ouais, mais maintenant, on est plus sûr de nous. T'aurais sûrement osé lui dire quelque chose, de l'envoyer balader. Je l'aurais aligné. Ouais. Mon côté d'origine italienne, là, je l'aurais aligné. Non, c'est horrible, t'imagines? En fait, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, en fait, j'ai eu ces propos et cette émotion pour mon physique. Pas par ma douceur ou ma manière d'interviewer, ou parce que je connais sur le bout des doigts sa filmographie. Et c'était effectivement son dernier film, et il est décédé quelques années après. C'est pas parce que t'es compétente. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc que tu prends, ça m'a marqué, et en même temps, j'en ai fait aussi une revanche en disant non, je sais pas combien d'interviews d'acteurs j'ai faites, mais aujourd'hui, c'est parce que je suis forte dans ce domaine-là et parce que j'aime les gens. Et voilà. Moi, ça me rappelle une anecdote aussi. Quand j'ai commencé à être journaliste, je bossais en boîte de prod pour être réalisatrice. Faut t'expliquer un peu peut-être ce côté boîte de prod, parce qu'on connaît pas trop. En fait, quand tu fais un reportage, un documentaire à la télé, il y a plusieurs façons en fait de travailler. Soit tu travailles directement en chaîne et t'es en CDI, ce qui est quand même assez rare, ou alors en fait t'es journaliste pigiste et donc on t'appelle pour travailler ponctuellement sur tel ou tel projet. Voilà. Ce que tu as fait aussi. Tu proposes des sujets aussi. Ouais, je propose des sujets. Bon, souvent on t'appelle pour les sujets qui ont déjà été vendus, mais oui, tu peux proposer des sujets. Et donc moi j'arrive dans cet univers, c'était mon rêve d'être réalisatrice. Depuis toute petite, je regardais Zone Interdite comme ça. Donc vraiment j'arrive un peu Emmanuel Chant, t'étais fan. Émerveillée, Capital, tout ça. Capital. Et en fait, moi je suis de nature timide, j'ai une toute petite voix, et voilà, je suis une petite blonde. Et en fait, à la fin de mon stage, on me dit, moi j'avais tout donné, quoi. Et on me dit, écoute, donc je suis avec ma N+2, la directrice de rédac, et elle me dit, en fait, ta rédactrice en chef, elle est pas sûre que tu puisses devenir journaliste parce qu'en fait, t'es trop douce et t'as une trop petite voix. C'est pas à l'image d'un journaliste, tu vois, tu dois être sûre de toi, tu dois avoir une grosse voix, tu dois t'imposer. Totalement faux, hein. La douceur, c'est vraiment un atout dans ce métier-là. Justement, ça a apporté une nouvelle, tu vois, autre chose en fait, et apporté ta personnalité. Et heureusement, ma directrice de rédac me dit, écoute, moi, je sens qu'il y a un truc chez toi. Par contre, tes patrons, ils croient pas en toi. Donc, c'est hyper violent. Ouais. Donc, si tu veux devenir journaliste, là, il te reste quelques jours, tu vois. Et en fait, moi, en général, quand on me dit ça, ça me donne une rage. J'ai envie de tout défoncer. Donc, j'ai fini par être embauchée. Et en fait, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu vois, moi aussi, je fais de la voix off. Je vis de mon podcast, je coach les gens. T'es ma petite sœur, en fait. T'es ma petite sœur. Mais tu vois, et je me dis, en fait, maintenant, ma voix, c'est mon atout, tu vois. Et je me dis, si j'avais écouté ces gens-là, en fait, si je m'étais laissée faire, j'aurais changé de voix, alors que maintenant, j'ai la chance de faire le métier que j'aime. Et en fait, ta différence, c'est un peu tout ce qui peut être ta force au final. Et ce que tu disais, ton authenticité et ta personnalité, aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu te démarques. Donc, j'ai eu des postes de rédactrice en chef et de productrice éditoriale où je devais en fait former beaucoup de gens. Et au début, j'étais très douce. Je me suis durcie, j'ai pris un caractère un peu, je me laissais plus faire. Parce que quand tu manages peut-être 10 ou 11 personnes, des journalistes parfois qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, enfin, en tout cas, et tu dois leur amener une modernité, une manière de faire. Et ça m'est arrivé aussi de coacher, entre guillemets, des stagiaires. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, j'ai assez mal parlé à un stagiaire. Et au fond de moi, je me suis dit pourquoi je lui ai parlé comme ça. Et j'ai compris, c'est que je lui ai mal parlé parce qu'il avait une espèce de prétention. Mais une prétention que moi, j'aurais jamais osé mettre sur le tapis à mes débuts. Et il a été vachement impacté parce que toute sa vie, sa famille, tout le monde l'a mis sur un piédestal. Et c'était un peu violent de ma part. C'était la première fois que je parlais mal à quelqu'un qui était en dessous de moi. Et je m'en suis voulu, j'ai culpabilisé et tout ça. Mais au final, je me dis, son comportement n'a pas été bon aussi, tu vois. Il y a quelque chose où on n'était peut-être pas parfaite à nos débuts. Mais tu vois, par exemple, un patron qui te dit tu peux pas être journaliste, mais qu'est-ce qu'il en sait? Il en sait rien. Il en sait rien. Et tu peux pas, en fait, à un moment donné, ce jeune homme stagiaire, je lui ai peut-être fait un déclic. Peut-être que ça a été violent.
Peut-être que pour moi, je l'ai vu très violent, alors que pour lui, peut-être qu'il s'en fout. Mais en fait, ce déclic, c'est aussi l'autorité, parfois la responsabilité, qui t'amène à penser que tu as du pouvoir sur les gens. Et c'est totalement faux. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai un peu fait un petit virage là. Quand tu manages, je pense que je suis plutôt bonne manageuse. J'arrive à faire... on m'appelle souvent pour redresser des médias qui vont mal, des projets qui démarrent pas et pour faire de l'audience. Et j'ai un peu cette étiquette-là depuis quelques années, ça me fatigue. Je suis revenue un peu à mon métier de base, qui est journaliste sur le terrain. J'aime bien filmer, j'aime bien avoir des projets éditoriaux qui me stimulent. Et au final, manager, t'es moins sur le terrain, t'es moins à faire et t'as du mal, faut vraiment être détaché. Ouais, mais c'est très rare, hein, les bons managers dans les médias. En off, tu m'avais dit quelque chose d'intéressant, c'est que aussi en tant que femme, justement, comme nous, on a vécu des choses pas forcément faciles en tant que femme journaliste, pour faire changer aussi les mentalités et faire changer les médias, il faut être à la direction, il faut mettre des femmes aussi pour diriger les médias. Et ouais, mais regarde, il y a plein de femmes dans les médias qui sont dures aussi. Hein. C'est vrai. Encore ce truc de genre où malheureusement, on a beau dire je suis une femme, j'ai moins de... Moi, il m'est arrivé plus tôt, je vais te dire, c'est aujourd'hui, je trouve, c'est plus dans la séduction, dans ce milieu du cinéma ou de la musique ou de la culture, on est beaucoup dans la séduction. Et parfois, en tant que journaliste, tu peux rentrer dans un jeu un peu où tu rigoles. Pas la séduction, mais tu rigoles. Mais tu vas toujours mettre une distance. Et parfois, il y a certains comédiens, ils vont pas la mettre. Putain, c'est difficile quand t'es une femme, que t'es, je dis n'importe quoi, au Festival de Cannes, que t'es dans une ambiance détendue. Moi, Cannes, ça va être mon 19e Cannes cette année. Ah ouais. Il y a un côté très... tu connais les gens, les comédiens, parfois, tu les fais 15 fois en interview. Les barrières, elles sautent. Bah non. Et tu vois, l'autorité, le pouvoir, c'est vraiment quand t'es manager ou... Oui, il faut des femmes, mais il y a plein de rédactrices en chef qui peuvent être cassantes. Ouais, mais tu sais comment... C'est parce que t'es une femme que ça changera forcément. Je pense, et tu vois, moi, quand j'ai fait mon burn-out, j'étais managée par 2 femmes qui ont un management très toxique. Et parce que, par exemple, l'une d'elles, je pense que sa défense, comme elle était productrice, pour se défendre dans un milieu d'hommes, c'est qu'en fait, elle agit comme les gens avec qui elle bossait pour, en fait, tu vois, se protéger. Et en fait, oui, c'était une femme, mais quand on avait même des discussions sur le féminisme et tout, c'était cata. Et en fait, je pense qu'elle s'était, tu vois, elle s'était un peu changée, travestie pour tu vois, rentrer dans le moule de ces métiers-là masculins. Tu leur as tenu tête à ces 2 femmes ou pas ? Je suis partie. T'es partie. Ouais. T'as bien fait. Oui, bah oui. Et puis c'est pour ça que maintenant j'ai monté mon média, donc et je suis bien plus heureuse que je l'ai été auparavant. Mais c'est difficile aussi de partir quand on aime tellement ce métier. Tous les métiers, quand tu vis quelque chose de difficile, il vaut mieux partir. C'est marrant parce qu'on en parle, le burn-out, t'en parles. C'est un mot qui était très à la mode, machin. C'est très présent encore, hein, Oui. dans plein de domaines. Hein. Dans le journalisme, ça m'est arrivé j'ai beaucoup d'amis journalistes très jeunes. On en parle beaucoup. En fait, faut pas se battre. Je pense. Moi, c'est mon avis. C'est à partir du moment où ça colle pas avec une rédaction, avec une personne, faut pas souffrir. Non, je pense pas. C'est un métier qui est merveilleux, c'est un métier qui est beau et quand t'es compétente, c'est pas, tu dois pas être impactée ni physiquement ni mentalement. Moi, ça m'est arrivé récemment. J'ai quitté un CDI. Justement pour retrouver ma liberté. Je sentais que physiquement, j'étais à plat. Et je crois que... C'est quand même rare d'avoir un CDI dans nos métiers, en plus. Ouais, j'en ai eu 2 et c'est pas du tout ce que je cherchais. J'aime pas les CDI, moi, en journalisme. Mais moi, en vrai, moi non plus. Tu vois on est tellement habitués à notre liberté aussi. Liberté, et puis surtout, le respect, il part aussi... quand t'es salarié, il peut vite partir. Et t'es bosseuse aussi comme moi. Il y a un côté... il faut apprendre aussi à connaître ses limites et à poser ses limites. Donc arriver dans une rédaction, ça c'est un vrai conseil que je donne à tous les jeunes journalistes, hommes ou femmes, d'arriver dans une rédaction et de savoir un petit peu ce qu'on veut et quelles sont nos limites. C'est pas parce que tu démarres que t'es capable de tout faire et que tu es capable aussi de tout accepter. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez... Enfin, moi, dans les boîtes où j'ai été, il n'y avait pas assez cette notion d'éthique. Tu trouves pas qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, justement avec tous les formats sur le digital, ça a changé ça aussi ? Si, ça a changé. Et tu sais, pour une raison aussi très précise, les derniers reportages que j'ai faits, les gens qui allaient dans les reportages racontaient les coulisses aussi. Et donc ça a obligé les prods et les rédacs, tu vois, à être vachement plus éthiques parce qu'en fait, maintenant, s'il y a une prod qui se conduit mal, tu vois, les gens, ils ont toute liberté de raconter. Et donc, ils perdent ce pouvoir tu vois, on est le seul média, on fait ce qu'on veut. Et ouais. ça, c'est pas
passionnant. Enfin, je trouve ça intéressant. Il y a une transition où, en fait, la télé, par exemple, moi, parce que j'ai bossé pour la télé, a perdu beaucoup de pouvoir et a dû se remettre, ou en tout cas essaye de se remettre en question grâce à l'arrivée des réseaux sociaux, et je trouve ça intéressant. Il y a un exemple que j'aime bien citer pour la télé, c'est Regard Quotidien. Ils sont très puissants sur les réseaux sociaux. Ils ont même plusieurs podcasts. Tu vois, il y a vraiment... je pense que... En fait, ça veut plus rien dire, la télé, le digital. Maintenant, tout le monde est un peu au même stade. C'est juste qu'il existe des médias qui sont uniquement sur le digital, comme Brut, qui vont être très puissants. Mais les fondateurs de Brut, c'est ceux qui ont lancé Brut, ils viennent de la télé. En vrai, c'est global, il faut avoir une approche... Il n'y a pas de solution magique. Il y a des médias très beaux comme Views, ce genre de médias. Tu vois, il faut encore trouver une économie assez forte. Mais je trouve qu'il y a une esthétique. Moi, ce qui me plaît dans le digital, purement digital par rapport à la télé, il y a une esthétique qui est chouette. L'originalité sur les médias sociaux. L'authenticité, oui. il y a plus de sincérité. Et puis, moi, j'ai l'habitude, en télé, tes formats, ils sont très normés. C'est-à-dire que quand tu fais un docu, il fait 52 ou 90 minutes. Même sur ton travail, tu racontais. Oui, c'est une phrase qu'on va pas dire, c'est des personnes qu'on va prendre parce qu'ils vont faire de l'audience. Ça, il y a plus maintenant. Le côté perso, l'enquête. L'enquête, moi, j'adore ça. Par exemple, je suis vraiment passionnée par la news. À la base, je suis passionnée de politique. J'avais fait un stage avec Laurence Ferrari chez Capa. Elle m'a trop appris. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé plus tard en tant que reporter chez C8, donc rien à voir. J'ai eu plein de vie. Hein. Oui, je me disais, oula, attends. Laurence Ferrari, je l'admire beaucoup. Elle me plaît énormément dans sa stature et sur la longue durée. Et à l'époque, j'étais vraiment toute jeune et tout, la politique. Ils m'ont envoyée à Lille filmer des politiques. C'était horrible. Hein. Je me suis faite massacrer, hein, vraiment. C'était de l'abus. Hein. Dans mon téléphone, j'ai des mails. Si je retrouve des messages, c'était border. Enfin, vraiment, j'étais pas en âge de recevoir ce genre d'allusions, quoi. Ah, c'était des propos des propos sexistes, des invitations à des chambres d'hôtel, des choses comme ça, je l'ai eu. Donc, tu vois, ça, bon, franchement, je suis pas prête à en parler. J'en parlerai pas parce que il y a jamais eu de débordement. J'avais la petite étoile qui me disait non, là, faut pas faire ça, il faut pas répondre. Mais le truc, c'est que la politique, ça me passionne, mais jamais je deviendrai journaliste politique. C'est dur. C'est trop dur. J'admire les journalistes politiques. Mais tu sais que même là, cette semaine, j'ai essayé de lancer mon TikTok. Oui. Et première vidéo que je poste, c'est pour faire une remarque sur Marine Le Pen. Je me suis fait tuer sur les réseaux sociaux et beaucoup de remarques misogynes. Très drôle, tu vois. On remet tout de suite en fait en question ma compétence parce que je suis une femme, en disant que je sais pas de quoi je parle et tout, alors qu'en fait, ça fait 10 ans que je suis journaliste. Donc, oui. Mais ouais, je me suis c'est assez violent en fait comme type de sujet à aborder et je me suis pas facilité la tâche en parlant de politique dans la première Mais continue, vidéo. On s'en fout. Mais moi ça me passionne. Mais c'est vrai que je me suis dit ok, là tu t'attaques encore à un truc que tu connais pas. Mais je me suis dit en fait c'est aussi si on s'arrête à chaque fois qu'on se prend des critiques en fait on peut, tu vois, c'est un gros problème. Après il faut encore une fois connaître tes limites. Oui. Si t'es capable de recevoir la critique des gens qui sont derrière leur ordinateur ou leur téléphone, ça peut être ultra constructif et ça peut te faire avancer. Et comme tu disais, quand tu t'es pris un mur, en fait, tu l'as défoncé, t'y allais quand même. Oui. Et t'es journaliste aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je dirais que faut pas se laisser avoir par tout ça et il faut faire aussi un pas en arrière quand tu sens que ce que t'as voulu montrer n'est pas vraiment ce que tu voulais montrer. Après, en culture, c'est quand même beaucoup plus doux. Hein. On va pas se cacher, c'est pas forcément facile de faire une interview avec un musicien, avec un écrivain, parce qu'il faut pas être dans le cliché, faut vraiment intellectualiser le propos, et ça c'est un truc... Moi, mon résumé de toutes les expériences que j'ai eues à plein de levels différents, c'était jamais perdre de vue que le but c'est toujours l'info, transmettre quelque chose, mais c'est ça, pas trahir. J'allais te demander un peu... Je sais que tu as interviewé plein d'icônes du cinéma. Comment on prépare... Timothée Chalamet, wow. Non, je rigole. Oui, c'est vrai. Mais comment tu prépares ces interviews? Parce que déjà, c'est des personnes qui sont tout le temps interviewées. Je pense qu'il y a une pression aussi parfois, peut-être des prods ou des gens des attachés de presse. En fait, au début, c'était hyper difficile. C'est vraiment lié à ce milieu où tu es vite impressionné. Tu sais, ça, tu peux l'avoir aussi, pas qu'avec les stars de cinéma, les stars de la télé, les présentateurs télé.
Denis Brognard, tu peux te dire, oh, il a l'air hyper sympa, mais c'est hyper impressionnant. Ouais. Et en fait, dans le cinéma, à partir du moment où tu vas aller voir un film, tu vas aller voir une œuvre audiovisuelle, tu vas être dans cette démarche où tu vas essayer de travailler tes questions pour que ce soit à la fois original, un peu qui coulole, pardon, et aussi avec du fond cinéma, ça passe tout seul. Et moi, ce qui me rassurait, c'est que au plus je créais une affinité pendant l'interview, au plus je me sentais à ma place. Okay. Et tu continues. Et il y a des rédacs où je faisais 2 comédiens ou 2 superstars dans la même journée. Et tu vois, il y a des moments comme ça. Récemment, là, j'ai vraiment fait beaucoup d'interviews. C'est-à-dire, cinéma, je sais pas à combien je suis de reportages en ciné, mais en musique aussi. Et parfois, j'ai vécu des expériences, je me dis, ce métier-là m'a apporté ça. De partir en tourbus avec Major Lazer, ou tu vois, et t'es avec eux et tu te dis, mais waouh, en fait, j'ai cette proximité. C'est trop cool. Donc, en fait, tu gardes en tête que t'es pas une fan, t'es pas une groupie. Ouais, mais ça doit être difficile quand t'admires les personnes que tu interviews. Non, c'est en fait, t'as vraiment ce truc, tu l'as ou tu l'as pas, c'est de te dire, je fais ce métier pour transmettre quelque chose pour les gens. J'ai envie de faire rire, j'ai envie de faire pleurer, j'ai envie de montrer ce que le film révèle, ce que le réalisateur a voulu amener. Ouais, je vois. Moi, j'ai ce truc-là où je suis pas du tout impressionnée par les personnes que je rencontre, mais j'ai très envie de les rencontrer, et parce que j'ai très envie de parler avec elles, parce que je suis quelqu'un de passionné. Ça se sent. Donc ça va pas me couper, mais du coup, je vais avoir envie de parler. Donc moi, il faut juste que je me recadre, mais c'est vrai que... Mais je pense que quand t'es journaliste, il y a moins ce côté peut-être piédestal. Pour moi, un humain est un humain, et ce qu'il fait est passionnant, et j'ai envie justement d'échanger avec lui et de transmettre aux gens. Ça reste des gens. Et c'est quoi alors? Est-ce que tu as une anecdote ou c'est quoi ton plus beau souvenir d'interview? C'est impossible comme question, ça. Je me doute. Je peux t'en donner plusieurs, mais il y en a un que j'ai vraiment aimé récent, avec Jodie Foster. Ok. En fait, il y a vraiment... Cette femme est incroyable. Elle parle un peu français, non? Bien sûr, elle parle français. Et alors, je te parlais de Timothée Chalamet parce que quand je l'ai interviewé, tu sais, t'as très peu de temps pour les stars internationales. Parfois, tu peux faire des interviews en 3 minutes. Donc, il faut être hyper efficace. Et Timothée Chalamet, ma petite phrase, alors que je travaillais pour un média qui se lançait sur les réseaux et en vidéo, ça a été repris même dans des émissions américaines. Parce qu'en fait, t'amènes un rire, t'amènes un... Et je remercie ma voix cassée. Parfois, ça m'amène un petit truc en plus en interview. Il y en a plein. Il y a des acteurs comme ça que je retrouve peut-être tous les 6 mois avec qui, je sais pas, il y a une espèce de connexion qui se fait rapidement. Tu vois, moi, à la base, je vais vachement te surprendre. J'aime pas ce mot vachement, je sais pas pourquoi je l'ai employé. Quand j'étais petite, moi, il y a des films qui m'ont marqué dans le cinéma français. Et il y a un acteur que j'adore, c'est Alain Chabat. Là, il reprend une hype énorme. Oui, il sort une série en plus, là. Non, mais on l'adore. Et en fait, j'ai pas beaucoup interviewé. J'ai dû l'interviewer 2 fois. Okay. Et je l'ai interviewé l'année dernière. Et vraiment, c'est la première fois depuis des années que j'ai pas fait ça. Je suis arrivée, je lui ai dit, je suis un peu impressionnée, je suis fan de vous. Et en fait, il m'a regardé, il a rigolé. Il me dit, mais faut pas, Stéphanie. Et tu vois, en fait, je trouve ce mec, c'est un génie. Donc, ça va pas forcément être l'énorme star. Ouais. Rencontrer Quentin Tarantino, ça a été mon goal. Bah, j'étais pas si impressionnée que ça. Ryan Gosling, Adrian Brody, Diane Kruger, elle est plutôt dure en interview. Okay. Oh, c'est trop bien passé. Il y a des stars comme ça, tu te dis... Dans les interviews que j'ai faites et que j'adore, une actrice que j'adore, demain, tu me demandes quelle est l'actrice que tu as envie de réinterviewer 50 fois, c'est Virginie Fira. Ok. Je l'adore, je trouve qu'elle a... Une blonde encore. Ouais, c'est une blonde, mais c'est surtout une... tu vois, elle était présentatrice télé, je crois. Ouais. Je pense que ça doit être très très dur d'avoir cassé ce panneau de verre, de casser cette limite qu'il y a entre le divertissement et le cinéma. T'imagines ce qu'elle a fait? C'est une super actrice. Et en interview, elle est géniale. Marion Cotillard, j'ai fait plusieurs fois. Okay. Marion Cotillard, elle a beaucoup de haters. Je comprends pas pourquoi. Parce que vraiment, en interview, elle donne tout. Elle a une espèce d'énergie. Elle défend les films corps et âme. Non, il y en a plein.
Et est-ce Franchement. que tu as une anecdote un peu drôle, un souvenir un peu comme ça? Je sais que les gens aiment bien les coulisses. Si, en coulisses, je peux te raconter. Une de mes premières interviews cinéma. Par contre, je peux pas te balancer le nom du réalisateur. Parce que la suite, elle est un peu glauque. Ok. J'ai Je hâte. travaillais pour un webzine cinéma, enfin vraiment de cinéphile. Et j'ai commencé à faire des interviews. Et à l'époque, quand tu es un peu plus jeune et que tu travailles pour un webzine, on te donnait des interviews, mais souvent on te disait on va te donner le réalisateur, mais on va pas te donner la star du film. Et il s'avère que ce film, c'était un film un peu gore, Ok. français. J'avais bien aimé le film. Et j'avais demandé un entretien, on m'avait donné 45 minutes. Je me dis waouh. Donc j'étais avec le réalisateur et son actrice principale. J'étais hyper intimidée, un peu à l'ancienne, j'avais pas le téléphone, j'étais en mode mon petit carnet, mon petit Moleskine. Je m'étais un peu pimpée, mais pas trop, tu vois, j'étais sérieuse. Je suis arrivée, je fais mes 45 minutes d'interview. Comme c'était de l'écrit, j'avais tout enregistré. J'ai trouvé que l'interview, elle était folle. On était parti loin dans le côté cinéphile. Je sors de l'interview. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces journées presse, ça s'appelle des junkets. Faire une junket, ça veut dire que les talents ne bougent pas. Et en fait, c'est les journalistes qui passent dans la chambre. C'est un peu comme on voit dans Coup de foudre à Notting Hill, non? Ouais. Et en fait, Les références. c'est assez chouette parce que tu te lis d'amitié aussi avec d'autres journalistes, d'autres rédactions. Et ça fait perdre moins de temps pour les talents. Par contre, c'est qui tout double parce que si tu poses vraiment les mêmes questions que les autres, les talents, au bout d'un moment, ils en ont marre. Alors, les stars américaines, c'est noté dans leur contrat de faire de la promo. Mais parfois, les stars espagnoles, françaises, italiennes, t'as moins ce truc de la promo. Au bout d'un moment, quand ils en ont marre, tu vois. Donc là, je fais mes 45 minutes dans cette petite session de junket. Je retourne dans la salle d'attente des journalistes. Il y avait tous les journalistes. Puis il y avait des journalistes beaucoup plus âgés que moi. J'étais toute jeune. Et là, en fait, au moment où je range mes affaires, j'étais un peu de dos. Je sens une main sur mon épaule, vraiment. Et là, je me retourne, c'est le réalisateur. Il me dit Stéphanie, je suis désolée, je crois que t'es pas faite pour ce métier. J'avais les larmes et tout. Je dis, je viens de passer 45 minutes avec lui. Le gars, il me dit, je suis pas faite pour ce métier. Et je lui dis, mais comment ça? Il me dit, non, t'es pas faite pour ce métier, t'es faite pour être actrice. Je me dis, c'est une blague. C'est un prank, là. Qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, il me dit, donne-moi ton numéro. Et moi, naïve, je laisse mon numéro de portable. Devant tous les journalistes. Il y en a encore un vieux journaliste qui me parle encore de ce truc. Je rentre chez moi, je me dis, merde, j'ai raté mon truc. Et en même temps, un peu fière. Tu vois, il y a le côté... Une semaine après, je reçois un coup de fil, une directrice de casting de ce réalisateur. Ok. Bonjour, 111 m'a donné votre numéro. On aimerait vous faire passer un casting. Il croit en votre potentiel de comédienne. Moi, à peine raccrochée, je me dis, j'appelle mes parents, j'appelle mes potes. Punaise, je vais devenir actrice. Poussez-vous, la nouvelle Adèle Exarchopoulos est là. Non, je rigole pas du tout. J'ai trop hâte de savoir la suite. Et j'étais euphorique. Et je me voyais déjà, alors qu'en fait, en soi, je suis journaliste, je sais. Ton métier, ouais. Mais oui, mais tu vois ce que tu disais pour toi. L'incertitude d'écouter trop les autres. Et donc, je me fais mousser. Tout le monde me dit, mais oui, on voyait en toi le potentiel. Les ta proches. voix, ton regard. Oui. Attends-toi à la chute. J'ai trop peur. Je reçois la convocation au casting. Je reçois, avant le casting, un deuxième appel de cette directrice de casting. Je connais pas l'envers du décor, le off du cinéma. Elle m'appelle, elle me dit, oui, donc Stéphanie, demain, le casting, c'est hyper simple. Tu seras dans une baignoire et on va te balancer du sang. Quoi? Je serai dans une baignoire habillée? Non, nu. Oh, j'ai dit, bah non, je vais pas me mettre nue dans une baignoire avec du sang. Je suis végétarienne en plus, du sang de quoi? Du sang de porc. Non, bah non. Et j'y suis pas allée, évidemment, j'ai dit non. En plus, première scène nue et tout. Wow. Nue. Donc en fait, il me voyait pas actrice. Il me voyait faire de la figure ou une scène d'actrice 2 secondes d'horreur, quoi. Wow. Un fantasme voilà, un peu chaud. un fantasme. Et pour un faux réalisateur, je l'ai recroisé 10 ans après. Et vous en avez reparlé? Au Festival de Cannes, et je suis allée le voir. Et je lui dis merci pour... je suis toujours journaliste. Heureusement que je t'ai pas écouté parce que... J'aurais fait ça, je me serais grillée, tu vois, t'imagines, en tant que journaliste. Tu peux pas, oui. En fait, je pense que c'est
compliqué quand même de passer là-bas. Ou alors après, t'es plus journaliste, mais ouais. Bien fait pour faire une scène. Ça, je sais pas si ça existe, tu vois, des journalistes actrices. Il doit y en avoir. Je sais pas. Ça doit être très compliqué. Ou en tout cas, peut-être pas journaliste cinéma. Ouais, parce que du coup, là, tu mets un peu tes œufs dans... Why not? Mais Ouais, ça serait... ouais, je suis pas sûre. Après, en France, je pense que, tu vois, aux États-Unis, c'est des choses qui se font plus où tu arrives à avoir plusieurs métiers. En France, c'est très difficile de... Pourquoi pas? Comme Virginie Fira, elle a fait de la télé et qu'elle est comédienne aujourd'hui. Mais je pense que ça a été très dur pour elle. Hein. Je sais pas. Je pense. Mais elle est tellement solaire, elle est tellement... c'est tellement une bonne actrice que tu te dis waouh. Tu disais que tu as fait 19 festivals de Cannes? Ouais. Incroyable. Moi, j'ai travaillé une fois au Festival de Cannes. Je m'occupais de... J'étais stagiaire. Okay. Je faisais l'événementiel d'une des plages. Donc, j'aidais à organiser les soirées. Défiler les stars, du coup. Ouais, c'était trop cool. Et du coup, j'ai pu monter les marches. J'ai monté les marches pour voir Mommy. J'adore Magnifique ce film. Et j'ai trouvé ça trop cool. Les paillettes, en fait, de bosser tu vois, dans les coulisses et tout, il y avait un côté... super sympa, mais je me suis toujours demandé, tu vois, comment ça se passait quand tu étais du côté journaliste. À Cannes? Ouais, à Cannes. Est-ce qu'il y a un côté vraiment si magique que ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Il y a de tout. En fait, il y a tout. Moi, j'adore Cannes, c'est un peu mon élément. Puis ma famille vit sur la Côte d'Azur, pas loin de Cannes. Il y a un côté... en fait, ça a été très critiqué, plein de choses à Cannes. L'arrivée des plateformes, Netflix, etc. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a plein de films qui sont diffusés aussi sur ces plateformes. L'arrivée des influenceurs, des créateurs de contenu. Ça fait longtemps maintenant, tu vois, qu'ils sont à Cannes. Ça, c'est un vrai sujet. Le journalisme et les créateurs de contenu, la place du journaliste, la place des créateurs de contenu dans les médias. Bon, on pourra en reparler si tu veux, mais je pense que tu en as déjà consacré un podcast. Et ensuite, le côté, les marques. Alors, Cannes a toujours été en partenariat avec des marques. Tu vois, ce matin, pas plus tard que ce matin, j'étais en rendez-vous avec une marque qui est présente à Cannes et qui est partenaire. Moi, j'adore ce côté-là, cette effervescence. Le cinéma reste la priorité du Festival de Cannes. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, il y ait aussi des marques qui vont, par exemple, comme Women in Motion avec Kering, sponsoriser ça à la place des femmes dans les métiers du cinéma. L'Oréal qui va avoir des égéries, qui va faire venir des mannequins ou tu vois, c'est pas un problème. Il y a de la place pour tout. Mais en tant que journaliste cinéma, si tu te bases que sur ça et que tu bosses que pour un média cinéma, ce qui a été mon cas pendant plusieurs années, même si les dernières années on me faisait faire à la fois du cinéma et des créateurs de contenu, mais c'était ma volonté parce que j'ai une liberté éditoriale qui fait que chaque rédaction où je suis passée, j'étais libre de mes sujets. Ça, c'est un bonheur absolu. C'est cool, ouais, ça arrive pas tout le temps. Voilà. Et donc, du coup, l'année dernière, j'ai fait pour Diverto et l'année d'avant pour 20 minutes. Quand c'était 20 minutes, on a amené des youtubeuses et créatrices de contenu comme Enora Hope, qui a gagné un prix hier je dois pas dater forcément le truc, mais au Nikon Film Festival. Donc, elle a créé un court-métrage. C'est une fille brillante. Bah, tu vois, c'est génération YouTube, TikTok. Mais eux, ils ont appris tout seuls, en fait, les codes de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, il y a tout qui se mélange. Même on voit Kaizen, au final, c'est passé au cinéma. Enfin, tout commence à se mélanger. C'est une bonne chose. Ouais, il y a de la place pour tout. Tu peux mélanger, en fait, tes sujets. Tu peux avoir une diversité dans les gens que tu rencontres. Mais le Festival de Cannes, la base, le socle, c'est le cinéma. Donc, pour une journaliste cinéma à Cannes, ça dépend dans quelle rédaction tu es. En ce qui concerne la vidéo, t'as ce côté junket avec un programme que tu vas suivre et tu enchaînes les interviews et tu enchaînes les films. Ce qui est en off, c'est que souvent, les journalistes cinéma voient les films à Paris, ce qui se dit pas parce que normalement, tu dois voir les films au Festival de Cannes, mais tu les vois pas tous. C'est pour vraiment les grosses sorties. Et aussi, ta journée s'enchaîne avec... Il y a une année où je travaillais pour La Parisienne, donc féminin du Parisien. Et c'était trop bien, j'étais insider. Donc vraiment, je passais d'une interview cinéma avec Michel Legrand qui venait faire du piano sur la terrasse du Palais des Festivals. Avec le soir, je dis n'importe quoi, les Daft Punk qui venaient mixer sur la plage Magnum. Enfin, tu vois.
Trop Ça cool. n'avait pas de sens. Et je finissais avec la séance de minuit sur la plage pour voir le film avec les gens. Trop cool. C'est génial. Cannes, c'est génial. C'est très dur physiquement, mais quand t'es dans ton élément, c'est Ça va c'est une être très expérience. intense, très. Ouais, Et c'est cool. tu me parlais tout à l'heure, on parlait de créateur de contenu journaliste. Moi, une question qui m'intéresse, parce que j'ai pas forcément la réponse, tu vois, j'ai quitté la télé, aujourd'hui, je fais plein de choses comme toi. Je développe aussi ce côté créateur de contenu, ce côté, pourquoi pas, influence. Mais moi, de base, quand j'étais journaliste, on a beaucoup, tu vois, il y avait quelque chose autour de l'éthique, de travailler avec une marque, être payé pour promouvoir une marque quand on est journaliste. C'est quoi ta conception à toi de ce métier et de ces changements en fait? Déjà, je trouve que ce que tu viens de dire, je suis pas tout à fait d'accord, tu vois. Je pense que la création de contenu, ça se dit aussi maintenant en journalisme. Ok. Moi, je suis pas anti-marque. Je suis pas. Si tu reprends vraiment le fond du truc, les médias sont financés par des marques. Donc ça a pas trop de sens. Après, il y a des. Tu parlais d'éthique tout à l'heure. Il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Quelle est la limite, par exemple, là, en ce moment, à Paris, il y a une exposition magnifique sur Agnès Varda. Agnès Varda en tant que photographe. Je suis invitée en tant que journaliste à faire la visite presse. Mais tu vois, j'ai fait un réel sur mon compte en tant que créatrice de contenu. Je suis pas rémunérée pour faire ça, mais je suis invitée. Ok. Quelle est la limite ? Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, parce que je suis invitée, que je crée un contenu et que je vais peut-être faire un article pour un média, dans ce cas-là, je l'ai franchi ? Je sais pas. Moi, je pense que c'est super intéressant parce que justement, tu vois, le métier évolue avec l'évolution des médias. Et moi, par exemple, tu vois, je sais que si je suis approchée par une marque de micro, par exemple, je bosse dans le podcast, j'y verrai aucun... Tu vois, Ça a du sens. Oui, ça a du sens pour moi. Et par exemple, pour le coup, même si je suis pas tout le temps journaliste, que j'ai aussi mon entreprise, j'ai des labos qui m'ont approché pour faire leur podcast. Bah, moi, j'ai refusé, tu vois, parce que éthiquement, ça va pas avec, tu vois, certaines de mes valeurs ou dans ce qu'ils font. Donc, j'essaye de... Je pense que c'est ça. C'est du cas par cas, en fait. C'est du cas par cas. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai débuté le journalisme, il y avait ce truc, tu vois, un peu de... je pense que ça n'existe plus parce que les médias ont évolué. Mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvée là-dedans et je me suis dit, waouh, comment je peux choisir avec qui je peux travailler, garder mon côté journaliste tout en développant autre chose. Parce que c'est vrai que quand on est journaliste freelance, on a besoin aussi de faire plein de choses. Et puis, c'est pas facile de vivre que de ça. Moi, j'ai fait pas mal de partenariats et de collaborations parce que j'ai un petit compte, mais qui est très engagé. Et le truc, c'est que en étant journaliste, tu vas créer un contenu qui va être, on va dire, plus dans l'info. Ou alors, si je vais créer un contenu, ça va être plus du lifestyle. Donc, je vais pas vers la culture. J'ai déjà fait une collab avec des cinémas, etc. Mais en fait, c'est à toi de mettre tes limites, à toi de garder ton éthique et peut-être de scinder. Je dirais, dans tout ce qu'on fait, ce qui est important, c'est de dire les choses. Si tu fais une collaboration avec une marque, il faut juste être clair avec les gens. Ça va dans le sens de la loi pour les créateurs de contenu. Voilà, tu vas pas aller faire promouvoir la chirurgie esthétique si tu n'as rien de refait sur ton visage et si t'es journaliste politique. Ça n'a pas de sens. Après, tu peux le faire, t'es libre de le faire. Quoique non, là, on peut plus le faire. On peut pas promouvoir la chirurgie esthétique. La médecine, c'est tu compliqué, vois. Ouais. Mais il faut garder du sens. La dernière collab que j'ai faite avec Nespresso, autour d'une recette, créer une recette, c'est du lifestyle, de la cuisine. J'ai adoré. Je me suis amusée. Ça a hyper bien marché. On était hyper heureuses de le faire. On l'a fait avec d'autres copines. Voilà, ça n'a aucun lien avec mon métier de journaliste culture ou avec mon métier de voix off en pub. Quand moi, j'ai démarré en festival, je bossais pour Canal+, j'allais beaucoup avec ma caméra en festival de cinéma. Canal+ m'a laissé la chance de faire plein de sujets et de faire des voix off aussi chez eux. Je partais en reportage, mais là, vraiment, je te parle d'un temps, on a l'impression que j'ai 110 ans. Je te rassure, non. Il y avait un film, c'était une comédie, je crois. Je me souviens plus du titre du film, avec Sophie Marceau et Pierre Richard. Grosse alchimie avec Sophie Marceau. Au-delà du fait que ce soit une magnifique actrice, grosse alchimie pendant l'interview. Et en fait, je prenais mon téléphone et je faisais des photos d'eux.
J'ai jamais été cette journaliste qui va faire beaucoup de selfies avec les stars. La seule avec qui je fais des selfies, c'est Clémence Poésie, parce que ça a été une de mes premières interviews et je la vois souvent. Okay. Ouais, je fais quelques selfies quand ça devient vraiment des gens à qui j'ai une petite affinité. Mais sinon, j'aimais bien faire des photos des acteurs, des actrices. Ouais. Et à l'époque, en festival, je me souviendrai toujours, c'était au festival de l'Alpe d'Huez, qui est un grand festival de comédie. Donc, je prends en photo Sophie Marceau. Et là, quand je pars, on avait vraiment rigolé. Là, il y a une journaliste un peu plus âgée qui me regarde, qui me dit « Mais t'as pas honte ?» Et je lui dis « Mais honte de quoi ?» Elle me dit « Ça fait vraiment groupie. » Je dis « Bah non, c'est une photo, c'est rien. » Et en fait, aujourd'hui, ces mêmes journalistes me demandent des conseils pour prendre des photos, etc. Je l'ai jamais mal pris qu'on me dise les choses. Par contre, je l'ai mal pris qu'on me juge. Et tu vois, c'est au Festival de Cannes, une année, mon ex, il est photographe et il bossait dans le cinéma aussi. Enfin, il bosse toujours. Et il faisait des photoshoots et moi, je venais l'accompagner. Tu sais, je prenais des petites photos off. Backstage, ouais. C'est genre ton podcast version, je faisais des petites photos. Donc, si tu remontes vraiment mon feed, il y a des photos très vieilles. D'ailleurs, pendant le shooting, il avait shooté Tarantino, je l'avais pris en photo. J'ai même une photo avec Tarantino, alors que pendant l'interview, j'étais hyper journaliste. Et j'avais pris les backstage, le côté off de son shooting avec Mathieu Amalric. Et un mois après, ils m'ont contacté et ils m'ont racheté la photo que j'avais prise avec mon téléphone pour son film. Trop cool. La Chambre bleue. Et donc, début du film, il y a une photo dans le journal de lui. C'est ma photo. Ils m'ont racheté les droits. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Il y a toujours faut suivre ses idées, faut pas forcément écouter tout le monde, accepter le jugement. Comme je te disais tout à l'heure, prendre ce recul s'il est nécessaire, mais pas non plus que ce soit trop impactant. Et la création de contenu, je pense que c'est pareil. Tu peux faire des choses, tu peux faire des collaborations rémunérées avec des marques qui te semblent légitimes. Tu peux mettre au service de ces marques ta voix, ton image, ton édito. Si c'est fait avec sens et que ça te ressemble, que c'est encore une fois ton identité, go, pourquoi pas. Et est-ce que tu penses... j'ai fait un épisode de podcast justement où je parlais que la nouvelle carte de presse maintenant des journalistes, c'était le nombre d'abonnés. Avec Caroline, non, ouais, c'est avec ça. Caroline Mignot, ouais. T'en penses quoi? Est-ce que tu penses que, en tant que journaliste, est-ce que tu penses que ça compte que les rédactions, elles regardent ça, ou qu'est-ce que t'en penses? J'ai plein de réponses à t'apporter sur ça parce que mon profil, il est un peu atypique. Alors déjà, la carte de presse, c'est très peu de journalistes l'ont. Hein. Oui, donc voilà, c'est la métaphore. C'est imagé parce que moi, je l'ai jamais eu, par exemple. Tu l'as jamais eu et tu l'as jamais demandé? Non, parce qu'en tant que réelle, j'étais intermittente du spectacle. Alors là, on est encore sur un autre débat de statut. Ouais. Et ça aussi. J'étais techniquement journaliste, mais les prods, embauchée en tant qu'intermittente du spectacle, donc j'étais... Permittente. Ouais, j'étais considérée plutôt comme réalisatrice. Ok. Je vais être 100% honnête avec toi. Il y a plein de rédactions qui m'ont contactée ou qui m'ont approchée parce que j'avais 15K, parce que je sais gérer des réseaux sociaux. Et, parce que ton nom peut apporter aussi. Parce que mon nom, ma voix. J'ai fait des podcasts aussi, un pour Canal+, mais pas que, aussi avec des marques, où je sais que ma présence sur les réseaux sociaux était impactante. Aujourd'hui, il y a plein de photographes. Les photos, c'est... Si t'as pas un nombre de followers, tu n'es pas pris, par exemple, pour le Festival de Cannes. Ça, c'est acté depuis plusieurs années. Okay. Qu'est-ce que j'en pense? Je crois qu'en fait, c'est une bonne chose. Je vais me mettre à dos plein de journalistes. Je pense que rejeter les réseaux sociaux quand t'es journaliste, c'est une erreur. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, même si tu veux faire une chaîne YouTube, X, je suis moins fan. Mais bon, why not? Aujourd'hui, les réseaux sociaux te permettent de communiquer, informer, diffuser de toucher à ta sauce. Toucher notre audience aussi, parce que quand tu vois que les jeunes, maintenant, ils vont plus aller regarder la télé, ils vont plus lire les journaux. Ouais. Toi, en tant que journaliste culture, tu peux aussi toucher une autre audience et des jeunes grâce à ton contenu. Au-delà des jeunes ou même des plus âgés. Oui. Moi, j'ai mis ma mère sur Instagram, elle adore, tu vois, elle gère. Je pense qu'il faut pas rejeter les réseaux sociaux. Ce sont des outils. Donc, je suis pas
Ce qui me gêne plus, je vais te dire, c'est plus le flux d'informations, le flux de choses qui circulent. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile pour chacun et chacune de savoir où s'informer, savoir où regarder. Et que les fake news, comme tu disais, oui, il y en a. C'est de plus en plus difficile. Et je trouve que le travail de médias comme Hugo Décrypte, mais plein d'autres médias, il y a des jeunes médias culturels qui se lancent et qui réussissent bien ces formats vidéo. Ça marche. Comme il y a des médias beaucoup plus traditionnels qui, à la base, faisaient beaucoup de stars et des sujets très culture, qui aujourd'hui vont vraiment vers le people. Je suis plus inquiète de ça, où en fait, à cause des réseaux sociaux, à cause de certains créateurs de contenu, youtubeurs, on va aller vers une médiatisation qui tire vers le people. La petite phrase choc, la gênance. Je pense que, par exemple, tu vois, en cinéma, faut pas oublier que les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les réalisatrices viennent parler de films, on vient parler d'objets culturels. En allant vers le people, bien sûr, en ayant un Ryan Gosling ou je sais pas qui, un Timothée Chalamet, tu vas avoir du clic. Mais faire du clic pour faire du clic, c'est toujours la même chose qui est inquiétante. C'est pas l'outil, c'est pas les réseaux sociaux, c'est le choix éditorial. Ouais, qu'il y a un risque d'avoir une ligne édito qui ait moins de fond pour le buzz. Ça, c'est un truc qui est vraiment évident. Et tu vois, c'est le cœur de mon métier aujourd'hui quand on m'appelle pour redresser un média. Ou pour, c'est cool quand même comme mission. C'est cool, c'est bizarre aussi. Hein. Ah Steph, c'est en train de chuter, viens. T'es un peu là tu t'épuises pendant 1 an et après, t'es épuisé. Oui, t'es épuisé, ça fonctionne et puis toi, tu... Ouais. Et aujourd'hui, j'explique que vraiment ce côté... la base de la création de contenu, que tu sois créatrice de contenu, créateur de contenu ou journaliste, c'est toujours la même, c'est de transmettre quelque chose. Si c'est creux, c'est pas intéressant. Je suis d'accord. Moi, je pense que vraiment, quand on compare création de contenu, journalisme, quelles sont les limites, moi, je suis plutôt d'avis de dire que quand on a une déontologie, quand on a envie de bien faire et qu'on a envie de transmettre, c'est un peu ça le plus important. Et peu importe qui tu es, tu vois, un Gaspard G, un Hugo Décrypte, je sais même pas s'ils ont une carte de presse, mais on s'en fout parce que... Je pense que oui. Possible, mais dans tous les cas, ils ont une envie de transmettre, ils ont une envie d'être justes, et ce qui fait que pour moi, ils sont journalistes, peu importe qu'ils aient la carte de presse. C'est plus l'intention, en fait, qui compte. Il y a des créateurs de contenu avec des millions de followers qui balancent des bêtises ou, tu vois, qui font pas forcément du bien à l'information, mais il y en a qui font un super taf. Et je pense que peut-être au début des réseaux sociaux et de l'influence, les médias, ils ont été super craintifs de tout ça. Puis on a toujours peur qu'on prenne notre place et tout. Et maintenant que ça... Ils veulent tout ça. C'est ça. Mais maintenant que ça se mélange, je pense que même les médias tradis, ils ont envie aussi d'arriver... On voit maintenant des créateurs de contenu qui vont à la radio, Louise Aubéry, Gaspard G. C'est assez cool quand même de voir qu'au final, ils sont respectés par les médias tradis et qu'on les considère comme des journalistes. Je crois que la réponse à tout ça, c'est l'enquête, de creuser. Je dis beaucoup creuser. C'est vraiment, pour moi, il est là le levier. Une fille comme Sally, même un créateur de contenu, youtubeur comme Bastos, moi je regarde ses vidéos sur YouTube et je lui avais fait un mail en disant, il a jamais lu je pense, Bastos, regarde, t'es journaliste en fait, tu enquêtes. Ce truc-là de l'enquête, de creuser, de chercher, il y a une info, j'appelle, je prends mon téléphone, je fais un mail, je me renseigne, je regarde les textes de loi, ça peut être dans n'importe quel domaine. Je pense elle est là la bascule. Elle n'est pas sur forcément d'où tu viens, voilà. Et à l'inverse, les journalistes qui aujourd'hui veulent être créateurs de contenu, ils ont toute leur légitimité à le devenir ou à l'être. Pourquoi ils ne le seraient pas ? Oui, je pense aussi, par exemple, moi, tu vois, qui vient de la télé, parfois quand on me dit « mais comment tu fais ?» ou je me dis « mais c'est tellement naturel quand tu as été réalisateur comme toi, qui a toujours tenu une caméra. » Pour moi, c'est le même métier, en fait, sauf que je suis plus libre. Mais c'est tellement... au final, ça résume tellement le cœur de ce qu'on aime, réaliser une belle image, transmettre l'info, que moi, je me suis sentie pas légitime de le faire quand j'ai commencé. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'avais envie de te recevoir aujourd'hui, parce que quand ma copine m'a dit « mais regarde ce que fait Stéphanie, tu vois... » Ouais, cette copine... Je te dis pas ça pour te flatter en plus, mais tu vois, je me suis dit oui, ok, on peut être journaliste, on peut faire la création de contenu, on peut travailler avec des marques
Et ça peut être, tu vois, super éthique, super cool. Et moi, je me suis retrouvée là-dedans en me disant, OK, ça, c'est tu vois, ce type de contenu que j'ai envie de faire et ça me ressemble. Mais je connaissais pas, tu vois, de journalistes qui avaient un peu cette double casquette que j'avais envie d'avoir. C'est pas sans craquage, hein, je te cache pas. Il y a plein de rédacs où je suis passée, la fin des expériences, c'était difficile, hein, où on te citronne le cerveau. Hein. Je sais pas si c'est très français de dire ça, mais... On comprend très bien l'image. Tu vois, c'est... tu sais, parfois, en fait, t'as tellement une image de battante, d'hyperactive, solaire, qu'il y a aussi une phase... Enfin, il y a un côté où... Moi, tu vois, là, par exemple, en ce moment, là, j'ai fait beaucoup de voix off, notamment en pub. J'ai bossé sur des projets plus avec des marques pour la création média. Ou alors, tu vois, je me pose beaucoup de questions sur... vers où je vais, parce qu'en fait, j'ai tellement de choses là qui m'excitent. Hein. Je suis en train de me dire, est-ce que je reviendrai pas à l'enquête côté documentaire ? Parce que ça a été aussi un début de métier là-dedans. Ça me passionne. Te lancer quoi sur YouTube ou... Non, plus, tu vois, retourner à mes débuts de boîte de prod pour enquêter. Mais aller loin dans l'enquête. J'avais fait ça pour M6, j'avais fait ça pour... pas mal de chaînes. Dans l'investigation. Investigation. Je sais que je suis assez performante là-dedans, je l'ai jamais exploité. Tu vois, en fait, je me dis que passé 30 ans, t'es dans une autre phase où, et peut-être que passé après, plus tard 40 ans, j'aurai encore un autre délire. L'incarnation vidéo, que ce soit sur YouTube ou média, on me le propose régulièrement. J'aime tellement la voix, j'aime tellement l'image et les autres, que je sais pas si j'ai ce côté narcissique d'aller au-delà, tu vois, de vraiment me mettre en scène. J'ai des copines qui le font très bien, ça pourrait me plaire, mais c'est pas vers quoi je rêve d'aller. Ouais, après, moi, je comprends ce côté-là, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à me mettre à l'image. Là, aujourd'hui, il y a 3 caméras. Maintenant, genre... Parce que le off de ton podcast, c'est qu'il y a 3 caméras. Et il y a une charmante journaliste aussi présente. C'est ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps et c'est pour ça, tu vois, que j'avais fait un épisode justement là-dessus sur l'image de moi et c'était pas pour raconter ma vie. Ça m'a fait de la peine d'ailleurs ce que tu disais parce que je trouve ça triste en fait. Ouais. C'est vraiment le message à faire passer. Le journalisme, c'est un domaine qui est passionnant, il faut y aller, mais il faut pas toujours cesser à battre par les gens qui te parlent, mais ça vaut pour tous les domaines. Et il faut arrêter quand c'est trop dur et il faut prendre du temps pour soi. Ah bah. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, j'avais du mal à mettre à l'image. Aujourd'hui, il y a 3 caméras, mais en fait, je suis tellement animée par, tu vois, ce que j'ai envie de transmettre et ce qu'on disait. Moi, je trouve qu'il y a trop un problème de désinformation, de bien choisir son média. Et en fait, ça me passionne tellement qu'en fait, je passe outre en me disant, OK, s'il faut que, tu vois, j'incarne mon sujet ou j'incarne mes épisodes pour que ça fonctionne mieux, et ben, c'est OK, tu vois, mais évidemment que... C'est OK, regarde, on se rencontre. Et nous, on se rencontre aujourd'hui. Alors, sache un truc. Moi, quand je crée une connexion comme ça, c'est ad vitam aeternam. Bah, trop bien. Tu vas me revoir. Non, je rigole. Mais en tout cas, j'ai hâte. Et du coup, ça suit ma question. Est-ce que je suis déjà sortie avec un comédien ? Non. Je répondrai pas à cette question, Mélanie. Ce serait en off. Mais est-ce que c'est quoi est-ce que tu as des actus qui arrivent ou en tout cas, comment tu te vois c'est quoi tes projets rêvés bientôt ? En fait, le problème que j'ai, c'est que je suis hyper active et j'ai déjà trop travaillé. Donc là, comme je te disais, j'ai quitté un CDI pour retrouver un peu de liberté. Je vais voir où j'atterris. Okay. J'ai aucun stress sur le travail. En fait, peu importe où la vie me mène, je sais que ça va me plaire et que ce choix aujourd'hui, tous les choix que je les prends avec le cœur et parce que je suis forte là-dedans et que je vais pas me remettre dans une rédac pour... tu sais, moi, j'ai vécu au début plutôt vraiment le côté rédaction télé comme toi, lourd, des présentateurs, des rédacteurs en chef. Alors moi, j'ai pas connu vraiment de rédactrice en chef difficile, plutôt des rédacteurs en chef, plutôt des hommes. Ensuite, je suis passée à un stade où on m'épuisait. Enfin, je travaillais trop. J'arrivais pas à mettre de limites. Maintenant, je sais mettre des limites. Je sais ce que je veux. Plus de caractère. On sait que je peux être un peu têtue dans le travail. Et je suis allée vers un côté plus créatif. On crée des formats, d'où le côté on m'appelle pour des médias, pour redresser des médias, etc. Et puis après, on m'a donné beaucoup de responsabilités. Donc, il y a une phase vraiment management,
Et après, il y a une phase plus stabilité où je me suis remise dans un CDI. Et puis au bout d'1 an et demi, t'es à la fois fatiguée et t'as plus de challenge. Bah non, en fait, on va repartir vers quelque chose d'autre. Je crois que la voix off, ça sera quand même la voix, c'est ce qui restera toujours. Et je te dis peut-être aller vers soit une rédac qui me laisse une grande liberté et où je peux créer des formats originaux en vidéo, soit peut-être de l'enquête ou... Trop intéressant. Mais moi, je me tâte aussi. Le documentaire, ça commence J'adore. À me manquer. Et je me dis, tu vois, quand j'ai tout arrêté, je me suis dit, je ne veux plus jamais être journaliste. Maintenant, j'ai un podcast. Donc... Et là, je me dis... Le podcast, c'est génial parce que ça te laisse une grande liberté. Ouais, et ça m'a réappris à aimer mon métier. Et ce qui fait qu'en ce moment, ça bouillonne et je me dis, quand même, le docu, ça me manque. Mais Est-ce que c'est pas ça la conclusion? C'est être journaliste, c'est bouillonner, en fait. Si, c'est ça. Mes idées. Mais je trouve ça très cool. Je me retrouve vachement dans... Enfin, vachement, tu vois, j'ai dit vachement. Oui, alors j'aime pas ce mot, faut l'enlever. Je me retrouve dans ce que tu dis. Ce matin, j'ai eu un entretien pour une mission de freelance. Et sur mon CV, il y a un docu, le docu que j'aime beaucoup, que j'ai fait et que j'ai dû abandonner quand j'ai fait mon burn-out. C'était un docu sur la trisomie. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, mais j'étais tellement cramée par mes expériences d'avant que au moment où je travaille sur un projet que j'adore, j'arrive plus. Et puis, il y avait vraiment un dilemme entre une rédac horrible et un sujet super humain qui fait que ça matchait plus, tu vois. Et donc, ce matin, quand je passe l'entretien, on me dit « Mais c'est quoi? T'as fait ça? Mais pourquoi t'as dit que t'as... » Enfin, je sais plus comment j'ai formulé, mais on voit que j'ai pas fini le docu. Et donc, j'explique que j'ai fait un burn-out. Et du coup, il me dit « Oula, mais... Tu vois, déjà ça, on devrait pas l'expliquer. Ça fait quand même un peu partie de l'intime. Tu t'en caches pas? Ouais, je suis assez cool avec ça. Mais c'était drôle parce qu'il me dit « Mais comment tu sais, si tu travailles avec nous, que tu vas pas refaire un burn-out ?» Et je lui dis « Waouh, la question. C'était mieux dit. Hein. Ouais, franchement, c'était juste, ok, mais là, si on te demande de travailler... L'humain n'est pas un robot, hein. On est avec des émotions, on peut tous chuter. Hein. Et je lui dis, en fait, ce burn-out a appris à me connaître et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir les projets sur lesquels je travaille, un peu comme donc, tu disais. Donc, t'as ta liberté. J'ai ma liberté. Je fais beaucoup de sport, j'ai une meilleure hygiène de vie qu'avant. Bien sûr. Et aussi, je me laisse porter, tu vois, par ce qui peut arriver. Et donc, quand tu dis, tu vois, je verrai bien ce qui va se passer, c'est aussi un truc maintenant, je me laisse assez libre des toutes les opportunités qui peuvent arriver. Je sais qu'avec toute l'expérience que j'ai et qu'on a, tu vois, il y a plein de trucs cool qui vont arriver. Je trouve que le podcast va bien. Et aussi, il prend le temps. Oui. On entend beaucoup en ce moment l'hyperconnexion, la rapidité. Oui et non. Tu vois, c'est bien de prendre le temps parfois aussi. La priorité dans la vie, c'est la santé. Si t'es pas bien, tu fais pas bien ton travail, ça marche pas. C'est sûr. Vraiment, ce truc de mettre des limites... Je sais plus qui m'avait dit ça, mais c'est dans le milieu des médias. Moi, j'ai eu un peu des anges, des producteurs qui ont été vachement stimulants, qui m'ont aidé à comprendre mon potentiel. Aujourd'hui, j'essaye de l'être pour plein de copains, copines, journalistes. D'ailleurs, il y a des copains que j'ai depuis 10 ans qui sont toujours journalistes, comme il y en a qui ont abandonné. Il y en a beaucoup qui abandonnent, c'est vrai. Ouais, mais des journalistes. En fait, le mot journaliste ne veut plus rien dire. Il faut aller avec son temps, il faut utiliser les outils qu'on a et surtout prendre le temps de faire ce qu'on aime. Je sais que c'est pas facile, parfois t'es un peu emprisonné. Ouais. Tu peux être emprisonné dans une rédaction, comme tu peux être emprisonné dans n'importe quel autre job. Faut enlever ce côté-là. Faut vraiment trouver le temps de réfléchir à ce qu'on aime, ce qu'on fait. Et quand on a trouvé ce moment-là, tu vois, cette espèce d'osmose avec soi, sur le journalisme, t'es la meilleure. Tu dépotes. Ouais, je pense aussi. Je pense que quand on est aligné, il y a tout qui arrive. Tu vois, les beaux projets, c'est aussi... c'est vraiment ce que je pense. Et c'est vraiment, tu vois, en ce moment, j'ai l'impression de... Je suis pas du tout inquiète pour le futur en me disant, je sais que tout va bien se passer parce que je suis là où, tu vois, où je dois être... T'es centrée, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que si les gens qui nous écoutent ont envie de te suivre, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils vont? Instagram, peut-être, c'est le mieux. Steph Chermont. Et sinon, est-ce que je mérite d'être suivie par tous tes... comment on dit on pourrait dire tes followers à toi? Ouais, mes followers. Ça se dit pas écouteur, non? Écouteur. Non. Pas du tout. Comment on appelle? Comment on dit, Claudia? Auditeur, évidemment. Voilà, en plus. Merci, Claudia. Auditeur, auditrice. Il faut une 3e blonde pour nous aider. Ok, oui, donc... Sur Instagram.
En fait, j'ai un compte TikTok. Moi, j'adore TikTok, mais plus côté média. Le mien, c'est vraiment... je mets tout et n'importe quoi. Je vais te suivre, je te suis pas encore sur TikTok. Et si vous me suivez, ne vous braquez pas sur tout ce qui peut déborder. J'adore les animaux, j'adore le vélo, Je j'adore vois que Paris. tu adores ton chien. J'adore mon chien, ma petite chienne Lucette, qui est une star, qui est déjà Elle a son passée à la Instagram. télé. Ouais. Oui, j'ai vu. Elle fait des campagnes et tout ça. Vraiment, Trop alors, bien. ma chienne, ma star. Trop cool. Tu vois, ça aussi, ça c'est un truc où je me verrais bien avoir un concept. Être la manager de ton chien. Ah, ça, je le suis déjà. Non, avoir un concept avec ma chienne. Trop bien. J'avais fait, pareil, pour la Parisienne, des portraits de gens connus avec leur animal de compagnie. Oh, j'adore. J'avais adoré. C'était génial. Ça, j'aimerais bien retrouver une connexion dans les médias avec les animaux. C'est pas à la mode, là, de parler des animaux dans les médias, mais pourtant, on les aime, nos En bêtes. même temps, peut-être que quand on est précurseur, il faut se lancer avant que ce soit la mode. Je vais lancer sa chaîne YouTube. Ok, moi je te suivrai. Je serai la première Merci. follower. Et dernière question que je pose souvent, le concept de ce podcast, c'est de faire découvrir un peu les backstage des médias pour apprendre à mieux s'informer. Qui tu aimerais écouter à ce micro ? Franchement, j'aimerais bien... du coup, j'aime beaucoup, comme je te disais, Sally. Ouais. Sinon, en médias, pourquoi pas un présentateur, une présentatrice télé, d'avoir pas forcément quelqu'un qu'on attend à ton micro. Ok. Il y a plein de profils que j'aime bien. Après, en côté journaliste, présentateur, parce que c'est 2 métiers distincts, ça pourrait être intéressant. Ok. Moi, je suis très fan, par exemple, de Stéphane Bern, qui est à ce côté-là. Je suis Déjà interviewé pas mal de fois, il est hyper sympa. Je suis ultra fan. Je regarde Secret d'Histoire tous les dimanches chez moi, j'adore. Et tu lui as déjà proposé ? Non, pas encore, j'aimerais bien. Et Sally, écoute, je l'ai rencontrée, elle m'a dit oui, mais j'ai toujours pas de réponse, donc on espère qu'elle J'aime viendra, bien. mais j'adore Sally aussi. Et après, en présentatrice ou présentateur, tu vois, une Anne-Elisabeth Lemoine. Ouais, très cool. J'aimerais bien entendre à ton micro, Ok. parce que c'est à vous. Et tu vois, c'est des émissions où, toi qui viens de la télé, je pense qu'il peut y avoir une connexion entre vous. Il y a très très longtemps, quand j'étais à la fac, je crois qu'elle travaillait, je vais dire une grosse bêtise, mais je crois qu'elle travaillait avec Fogiel, il y a longtemps. Oui. Et je lui avais fait une interview par mail, elle m'avait répondu hyper gentiment. Je pense qu'elle a quand même cette fibre elle aime transmettre. Ok, écoute, c'est noté, et je t'enverrai l'épisode J'espère. Dis-moi si je peux t'aider à les contacter, avec surtout. plaisir. Écoute, merci à toi pour ce bel épisode, pour ce bel échange. C'est moi qui te remercie. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à partager. Voilà, c'est important pour le podcast de soutenir la chaîne pour qu'on puisse avoir plein de beaux invités comme Stéphanie. Et à te suivre sur les réseaux sociaux aussi. Exactement. Puisque maintenant, tu n'es pas que podcasteuse, journaliste, réalisatrice, enquêtrice, tu es aussi créatrice de contenu. Exactement. Je t'ai pris ma petite voix de radio. Parfait. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Stéphanie. Tu peux la retrouver sur ses réseaux sociaux. Quant à moi, c'est Mélanie.nouveaumédia sur Instagram. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre une note sur Spotify, un commentaire sur YouTube et à le partager. Ça m'aidera à recevoir des invités toujours plus inspirants. À très vite dans Je te le dis en off.